Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler un petit peu des entreprises qui sont liées au secteur de l'intelligence artificielle et qui vont publier leurs résultats dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va parler de TSMC, Taiwan Semiconductor, qui est le fabricant de beaucoup de composants et de cartes électroniques qui sont utilisés dans le calcul en intelligence artificielle, aussi bien pour créer les modèles que pour faire tourner les modèles en local avec les inférences. Mais cette entreprise n'est clairement pas la seule à publier avec des implications dans ce secteur. On va penser à Meta, à Tesla, à Microsoft, à Apple, à ASML, Intel, AMD, etc. Donc on a beaucoup d'entreprises qui vont publier sur ce secteur. Mais Taiwan Semiconductor a eu des très bons résultats et on va en parler aujourd'hui, mais on va aussi parler du secteur dans son ensemble. Alors on va pas se mentir, ce secteur a déjà subi une forte hausse et j'ai beaucoup de titres sur lesquels je suis exposé qui ont clairement bénéficié de cette hausse. Mais d'un autre côté, je tiens à le dire, oui, il y a de l'optimisme, on va pas se mentir, mais si on s'est positionné ou si on se positionne au bon prix, je vois vraiment du potentiel. Évidemment, c'est pas du conseil en investissement, vous êtes responsable de votre argent et je vous partage ici mon parcours. Mais je voulais quand même vous parler de pas mal de points qui pour moi vont clairement pouvoir amener du chiffre d'affaires à des entreprises. Déjà, on va penser à tous les modèles de langage, donc les LLM, aussi bien Grok que Gemini que ChatGPT. Je les utilise littéralement tous les jours et d'ailleurs, je parlais avec plusieurs membres du programme et je sais qu'on est beaucoup à les utiliser dans nos analyses pour poser des questions, pour gagner du temps, aller chercher des infos dans les documents financiers. Ces outils sont absolument incroyables. Et je pense que l'histoire n'est pas finie et que pas mal d'entreprises en profiteront. Qu'il s'agisse de Google, de Microsoft, de Meta, etc. Il y a pas mal d'entreprises qui sont sur ce secteur. Ensuite, on a la conduite autonome avec Waymo, mais aussi avec Tesla. Et pour moi, la question, ce n'est pas est-ce qu'on va résoudre la conduite autonome. Ma question, c'est qui va le faire et quand? C'est ma thèse d'investissement, mais j'ai très peu de doutes sur le fait que l'humain va être capable de résoudre ce problème. Je vous invite aussi à aller regarder la conférence qu'on a eue au CES 2025 de la part de Jensen Huang, qui est le patron de Nvidia, et il a montré toutes les évolutions qui sont possibles dans plein de secteurs en intelligence artificielle, aussi bien les langages que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde physique, dans la robotique, dans les usines. Il a évidemment aussi parlé de la conduite autonome, de la robotique, etc. Donc c'est les secteurs sur lesquels je veux m'exposer, et d'ailleurs je suis exposé. Aussi, quand on parle d'IA, on parle de suite de productivité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'annoncer que les effectifs sont en train de devenir beaucoup plus productifs, parce que quand vous avez un agent IA qui est capable par exemple de coder, eh bien ça peut devenir un assistant à un manager qui a déjà beaucoup d'expérience dans le code et qui va utiliser des intelligences artificielles pour gagner un temps absolument incroyable quand il travaille. Pour moi, on a beaucoup de potentiel sur ce secteur. Évidemment, eh bien, tout le monde ne va pas en profiter. Il va falloir aussi se positionner au bon prix sur les bonnes entreprises, ne pas non plus trop tomber dans l'euphorie. Et déjà d'ailleurs, une bonne façon de faire ça, c'est tout simplement le bon vieux Nasdaq, que j'apprécie fortement en termes d'indices. Et quand vous regardez la composition, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Broadcom, Tesla, Meta, Google, je peux continuer. Plus bas, vous avez aussi ASML, très belle entreprise qui est le leader mondial dans la lithographie qui va permettre de fabriquer la base des composants électroniques. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ASML, très belle entreprise. Je me suis pas positionné parce que j'ai fait d'autres choix dont on va parler, mais ASML elle-même est aussi au Nasdaq, donc clairement on en profitera via ce support. Avant de passer aux résultats de Taiwan Semiconductor, comme d'habitude, je vais vous montrer les positions que j'ai qui, pour moi, peuvent être impliquées dans l'IA, puisque dans le temps, je continue à vous partager mes positions, comme je l'ai fait depuis les débuts. Je pense que c'est important aussi de faire un petit peu de transparence et de montrer les entreprises que j'ai en positif, mais aussi en négatif. On l'avait fait en début d'année quand on avait fait le bilan. Et évidemment, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de positions gagnantes, mais on peut aussi faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Bref, je reviens à mes moutons parce que j'ai encore fait une tangente pour changer. J'ai Tesla qui m'expose, à mon avis, à l'intelligence artificielle. On voit ici que j'ai pas mal de gains latents, je l'avais quand même payé beaucoup moins cher avant justement la hype quand plus grand monde n'en voulait et qu'il y avait beaucoup de peur sur ce titre. Évidemment aussi Microsoft. J'ai ensuite Google, qui pour moi est quand même une entreprise qui a un coup à jouer en intelligence artificielle. Et la dernière exposition que j'ai en direct, ce serait Apple, même s'ils ont un petit peu de difficultés, on va pas le cacher, mais ça reste une entreprise massive qui a des produits leaders. Et c'est aussi une très vieille position pour moi. On voit
qu'au final j'ai plus de 356% de gains, donc ça fait un fois 4,5, et ce serait pratiquement que des gains et des impôts que j'aurais à payer. Et toutes ces positions, de toute façon, je les conserve pour le très long terme, j'ai pas une vision court terme. Je me vois pas aller me faire taxer sur 80% de gains sur Google, sur 153% de gains sur Google, sur 148% de gains sur Tesla. J'ai aucun intérêt à aller me faire taxer là-dessus, surtout que ce sont 4 entreprises que je veux conserver pour le long terme, donc aucune raison d'aller les vendre. Pareil pour les indices, le Nasdaq, etc. Maintenant, au niveau des résultats de Taiwan Semiconductor qui sont encourageants pour tout le secteur. L'entreprise a vu une croissance sur un an de son chiffre d'affaires de plus 37%. Et sur un trimestre de plus 14,4%. La marge brute est à 59%, la marge opérationnelle à 49% et la marge nette à 43% pour de l'industrie. On est en train de parler d'un business qui fait des produits physiques, on n'est pas dans du logiciel là. Donc c'est vraiment des marges nettes impressionnantes. Bravo à tous ceux qui se sont positionnés sur l'entreprise, parce que comme on va le voir après, c'est clairement une très belle entreprise. Donc rien à dire sur les résultats, ils ont quand même précisé plusieurs points. Ils voient une très forte demande sur leurs nouvelles technologies, notamment le 3 nanomètres et le 5 nanomètres, très encourageant pour ASML, puisque c'est eux qui font les machines qui permettent justement de fabriquer ces composants. Ils précisent aussi qu'ils pourraient voir un impact saisonnier sur les téléphones, puisque c'est quand même une grosse partie de leur business. Mais ils pensent qu'une partie de cet impact va être compensée par la demande qui est en croissance sur tout ce qui est les produits liés à l'intelligence artificielle. Donc globalement, c'est hyper encourageant parce que grosse croissance, donc ça veut dire que derrière, vous avez les Nvidia, les AMD, etc., qui sont en train d'utiliser TSMC pour produire les cartes électroniques et tout autre composant qui ensuite vont être achetés par les géants comme Meta, Google, Tesla, etc., qui sont des gros consommateurs et qui ont une énorme demande pour toutes ces cartes. Donc tout le secteur voit encore de la croissance. Et du coup, évidemment, bien sûr que les valorisations se sont appréciées. On va maintenant aller regarder un petit peu les chiffres de TSMC pour comprendre ce qui se passe sur la valorisation. Donc déjà au niveau du chiffre d'affaires, je tiens à montrer qu'on avait eu une très très forte croissance entre 2019 et 2022, un léger ralentissement en 2023. Ça, c'était venu avec toute la peur qu'on avait eue, rappelez-vous, en 2023, les baisses de commandes chez Meta, chez Google, on avait peur d'une récession, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, donc effectivement, il y avait eu des difficultés, puisque tout le monde se serrait un peu la ceinture et ralentissait les commandes parce qu'il y avait des peurs, et là, par contre, ben, ça y est, on a beaucoup moins de peur, on se rend compte qu'il y a vraiment une demande sur l'intelligence artificielle, et donc les commandes sont en train de repartir à fond, et ça se voit ici sur les chiffres au niveau de mon pointeur. Au niveau des marges, on retourne sur MacroTrend, les voir. Encore une fois, pour de l'industrie, est à 54% de marge brute pour 40% de marge nette. Donc, il y a très peu d'entreprises qui en sont capables. Une très forte capacité à fixer les prix. De toute façon, tout le monde veut acheter ces cartes, donc eux, ils peuvent fabriquer, vendre à un prix élevé. De la même façon pour Nvidia, ils ont une capacité à fixer les prix absolument énorme. Au niveau de Taiwan Semiconductor, je le dis d'ores et déjà, c'est une entreprise qui paye un dividende, qui est quand même connue pour ça. On voit ici que sur 10 ans, elle a explosé le S&P 500 et même sur une période plus courte, si je me mets en 2022-2023, quand justement il y a pas mal de personnes qui l'achetaient et nous à l'époque, comme je vous le disais, on achetait plutôt du Google, du Tesla, etc. Mais on voit voilà, que les retours sur investissement ont été très bons aussi. Ils sont capables de payer leurs dividendes, on voit qu'ils sont à 55% de taux de distribution par rapport au flux de trésorerie disponible, qui pour moi est beaucoup plus pertinent que le fameux payout ratio dont tout le monde parle. Personnellement, je préfère regarder la trésorerie parce que c'est la trésorerie qui paye le dividende. Et ils l'ont augmenté très fortement, là vous voyez sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, à chaque fois on est au-delà des 10% très largement. Donc une entreprise qui clairement paye un dividende et l'augmente, et qui en plus clairement est toujours sur une phase ascendante au niveau de son chiffre d'affaires. Donc la boîte est clairement toujours en croissance, on l'a vu juste avant. Pour combien de temps par contre va tenir la demande sur l'intelligence artificielle, ça c'est une autre histoire, et votre analyse qualitative devra répondre à cette question. Je voulais rapidement parler du flux de trésor opérationnel et du flux de trésor disponible, tout simplement parce que vu qu'ils ont quand même des usines et qu'ils achètent des machines, du coup en grande partie à ASML, ils vont avoir beaucoup de capex, et on le voit ici, ils ont quand même pas mal d'investissements dans tout ce qui est machine-usine, c'est normal, mais du coup ça fait quand même que vous avez un flux de trésorerie disponible qui est plus bas que le flux de trésorerie opérationnel, et sur ce type d'entreprise, ça va certainement rester comme ça dans le temps. Qui plus est d'ailleurs que je vous invite au-delà de votre analyse quantitative, donc là c'est ce qu'on est en train de faire, regarder pas mal de chiffres, etc. Même aussi regarder les marges et les croissances, c'est aussi du qualitatif. Mais ce que je voulais vous dire, c'est n'oubliez pas d'aller regarder tout le reste, ce qui est pour moi au final
final le plus important. Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Quelle est sa position dans son marché, ses avantages compétitifs, les risques géopolitiques, les risques de change, son expansion hors de Taïwan? On sait qu'il y a des discussions autour de ça. Donc bossez bien votre dossier comme toujours. Je sais d'ailleurs que l'immense majorité de la communauté fait le travail et ça fait plaisir d'échanger au quotidien avec des investisseurs qui font le travail. Je voulais aussi rapidement regarder flux de trésor, cash et dette long terme, puisque court terme j'avais regardé, je crois qu'ils en ont pas, voilà. Alors après, ils ont un peu de paiement à venir, etc. Mais globalement, si on regarde, il y a du cash en stock. La dette, ils en ont remonté un petit peu. C'est pas quelque chose qui m'embête, surtout qu'on voit que les flux de trésorerie disponibles pourraient payer cette dette en un tout petit peu plus d'un an. Donc pour l'instant, c'est assez sain. Et je pense qu'ils vont investir hors de Taïwan, comme je le disais. Donc je ne serais pas étonné de voir sur cette entreprise les flux de trésorerie qui baissent à un moment, parce que s'ils investissent, ça risque d'arriver. Dernier point au niveau des valos, évidemment, vu tout ce que je viens de présenter, vous voyez qu'il y a beaucoup de positifs, beaucoup d'engouement, et bien les valorisations ont suivi et l'entreprise se paye aujourd'hui quand même 13 fois le chiffre d'affaires, alors qu'avant 2020 se payait plutôt entre 3 et 5 fois le chiffre d'affaires. D'ailleurs, si on va voir un screenshot global de l'entreprise, on revoit, comme on le disait, que c'est une entreprise qui paye un dividende, qui a des très belles marges, qui a eu une croissance absolument phénoménale sur le chiffre d'affaires il y a peu. Les analyses prévoient une sacrée croissance sur les bénéfices pour les 5 prochaines années en composé. Regardez ici à 33% d'après les analystes. Et donc forcément, sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 12. Prix par rapport au flux de trésor, on est à 37. Par contre, prix par rapport aux bénéfices, on est à 30, ce qui pour la croissance et les marges n'est pas non plus ultra choquant. Et quand on voit le prix par rapport au chiffre d'affaires, de la même façon, il faut se rappeler qu'on a des très fortes marges brutes opérationnelles et nettes. Donc évidemment qu'on ne va pas avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1. Évidemment, quand je vous le dis à chaque fois, les prix par rapport au chiffre d'affaires, au flux de trésorerie, aux bénéfices, etc., ce n'est qu'un constat par rapport au passé. On regarde combien le marché paye l'entreprise aujourd'hui sur différents ratios et combien il l'a fait à l'époque. Et pour moi, si on veut connaître le prix à payer aujourd'hui, il faut aller estimer dans son analyse ce que pourrait produire en termes de chiffre d'affaires, de marge, etc., le business dans par exemple 5 ans, et ensuite ramener dans le présent en actualisant afin de vraiment savoir combien on devrait la payer aujourd'hui. Ne jamais oublier qu'on est là pour faire du retour sur investissement. Mais bon, je vais arrêter cette tangente parce que si je commence à partir là-dedans, la vidéo va devenir beaucoup trop longue. Prix par rapport au flux de trésorerie disponible. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'investissements et de capex sur cette entreprise, c'est pas forcément l'indicateur à mon avis que je regarderai en premier, même s'il est important parce qu'on l'a vu, ils payent un dividende et ils ont un petit peu de dette et puis forcément ils doivent investir, donc il y a un moment il faut quand même regarder d'où vient l'argent. Mais voilà, actuellement vous voyez qu'on est autour de 40, il n'y a pas longtemps encore on était à 20 il y a 2 ans, ça a des hauts et des bas et c'est hyper normal parce que comme je vous le disais, entreprise industrielle qui a beaucoup d'investissement, donc forcément le flux de trésor va bouger. Et au niveau du prix par rapport aux bénéfices, on constate aussi qu'on est sur un plus haut historique, l'entreprise se paye beaucoup plus cher actuellement qu'historiquement. Et ça se voit très bien sur aussi le graphique et le cours de l'action. L'entreprise est plus chère qu'avant. Donc bravo à tous ceux qui ont acheté. Honnêtement, quand je vois les valos, ça mériterait peut-être une analyse plus poussée. Si vous, c'est un titre qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire votre analyse. Parce que quand vous regardez les chiffres, on va pas se mentir, c'est impressionnant. Ça se paye, mais si ça se trouve, d'après votre analyse, c'est peut-être même pas si cher que ça. Parce que justement, j'avais d'ailleurs un échange là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a un moment, c'est normal de payer une entreprise sur ses points hauts. C'est hyper frustrant, et moi j'ai eu souvent à le faire. J'avais acheté à l'époque du Tesla beaucoup moins cher, et pourtant le gros de ma position, il a été fait en 2023-2024. Tant pis, ça m'a détruit mon prix de revient unitaire qui était très bas. Entre guillemets, eh bien, j'ai pas flatté mon ego à me dire j'ai un super prix unitaire, mais j'ai très peu d'actions. J'ai préféré avoir une grosse position, ici par exemple, même sur Google, ça m'est arrivé aussi, sur Microsoft, bon c'était il y a longtemps Microsoft, mais même sur Tesla, j'ai préféré avoir un prix de revient unitaire qui est à 172 $, alors que mes premiers titres dessus sont beaucoup plus bas, mais au final, moi ce qui m'importe, c'est de faire du retour sur investissement, et donc je reviens encore à mes moutons, et je fais beaucoup de tangents dans cette vidéo parce que j'ai essayé d'un petit peu moins la préparer que les autres pour être un petit peu plus direct et un petit peu plus en live entre guillemets, même si je fais des cuts, parce que du coup, au fur et à mesure de la vidéo, j'ouvre les onglets et je construis la vidéo en même temps que je l'enregistre. Donc voilà, c'est un peu un type de vidéo différente que j'aime bien faire parfois, je trouve ça assez spontané. Bref, encore une fois, je reviens à ce que je disais, du coup, vu que la vidéo n'est pas trop scriptée. Et oui, il y a un moment, les entreprises, on les paye sur des points hauts parce qu'elles continuent à avoir des performances absolument incroyables. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pareil sur les indices. Si on va regarder le Nasdaq, il y a un moment, si on n'arrête pas de se dire « Oh, il est sur un point haut, je vais pas l'acheter », eh bien on se serait dit ça de nombreuses fois. Par contre, si je vous mets la tendance sur le très long terme, voilà. En
2020, on se serait dit, je vais quand même pas acheter le Nasdaq, on est sur un point haut, j'ai raté le coche, on est trop tard. Et cette mentalité, on la combat au quotidien parce que la réalité, c'est qu'en 2020, les marchés étaient au plus haut, ensuite ils ont baissé, mais même si je me mets au plus haut d'avant le crash de la pandémie, eh bien on a fait plus 120% en 4 ans. Donc je sais que c'est difficile au quotidien de voir les titres monter et c'est pour ça qu'au final j'en reviens toujours à ma stratégie. Être rationnel, avoir des entreprises que l'on apprécie d'un point de vue qualitatif, acheter des très beaux business à un prix raisonnable, mais avant tout trouver les beaux business, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres sujets d'ailleurs, et ensuite déterminer combien il faut les payer. Et dans 10 ans, on se dira, bon ben effectivement, on était peut-être sur un plus haut, mais ça valait le coup. Ou à l'inverse, on est peut-être sur un plus haut, et d'après notre analyse rationnelle, on va se dire, c'est beaucoup trop cher, c'est peut-être une bulle sur ce titre. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, on en parle en commentaire aussi sur Instagram. Je suis disponible, je réponds toujours autant que je peux aux messages, même si j'avoue qu'il y en a pas mal, donc des fois je prends un petit peu de temps. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.